Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un phénomène météo d'une violence assez rare qui a frappé le ouest de l'Europe, la tempête Goretti. On parle des 8 et 9 janvier 2026. Ce qui est marquant avec cette dépression, c'est sa vitesse de développement absolument fulgurante, au point que même les experts ont utilisé des mots très forts pour la décrire. Allez, on plonge dans l'anatomie de cet événement exceptionnel. Un scénario très inquiétant. Alors non, ces mots ne sont pas de nous. Ils viennent directement des météorologues qui ont suivi heure par heure la formation de Goretti. Et quand des professionnels, des gens qui sont habitués à voir passer des tempêtes, commencent à utiliser un langage comme celui-là, ça doit nous alerter. Ça veut dire qu'on n'est pas face à un simple coup de vent hivernal. C'est le signe d'un événement d'une toute autre ampleur, avec un potentiel de destruction vraiment inhabituel. Pour bien comprendre la puissance de Goretti, il faut revenir à sa naissance. Parce qu'avant même de toucher les côtes, elle s'était déjà fait un surnom assez parlant, celui de bombe météo. Ça sonne un peu comme un film catastrophe, c'est vrai, mais en réalité, c'est un terme technique qui décrit un processus bien réel, et pour le coup d'une violence assez inouïe. Bon, alors, une bombe météo, qu'est-ce que c'est exactement? Le terme scientifique, c'est cyclogénèse explosive. Pour se l'imaginer, c'est assez simple. Pensez à un choc frontal entre une masse d'air glaciale qui descend du pôle et une masse d'air beaucoup plus doux et humide qui remonte du sud. Cette rencontre brutale crée une instabilité phénoménale. Au cœur de la dépression, la pression atmosphérique s'effondre littéralement. Elle plonge d'au moins 24 millibars en moins de 24 heures. C'est une chute vertigineuse. Et cette chute, elle agit comme un gigantesque aspirateur, un appel d'air qui met en route un moteur surpuissant, lequel se met à générer des vents d'une force colossale. Voilà ce qui a transformé une simple dépression en monstre. Ce qui est à la fois fascinant et, disons-le, particulièrement inquiétant avec Goretti, c'est la rapidité de tout ça. Elle est apparue au sud de l'Irlande, et en l'espace de quelques heures seulement, le temps de traverser la mer pour arriver vers la Manche, elle est devenue cette machine de guerre météo. Une dépression classique, ça peut prendre plusieurs jours pour arriver à maturité. Elle, non. Son parcours a été très court, mais son intensification a été explosive. Elle ne prend pas son temps, elle frappe vite, elle frappe fort. Et ça laisse très peu de marge de manœuvre pour se préparer, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Pour bien visualiser la différence, cette comparaison est parfaite. Une tempête d'hiver classique, elle monte en puissance progressivement, on la voit venir. Goretti, c'est l'opposé. Son creusement est fulgurant, explosif, et la conséquence directe de cette rapidité, ce n'est pas juste des vents forts, non. Là, on parle de rafales qui atteignent la force d'un ouragan. On change complètement de catégorie. Et c'est cette évolution brutale qui justifie la mobilisation maximale des secours et les alertes les plus élevées. Bon, maintenant qu'on a vu comment ce monstre s'est formé, passons au moment critique, son arrivée sur la France. C'est pendant la nuit du 8 au 9 janvier que Goretti a atteint son pic d'intensité et qu'elle a déversé toute sa fureur sur le nord et l'ouest du pays. Et les conséquences ont été, comme on pouvait s'y attendre, dramatiques. Le point absolument central ici, c'est cette ligne en rouge, pour le département de la Manche. Une alerte de niveau rouge. En France, c'est rarissime. On ne la déclenche que pour des phénomènes d'une dangerosité exceptionnelle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire un danger direct et imminent pour la vie des gens, avec des consignes très strictes de confinement. Et autour de ce noyau rouge, regardez, une immense partie du nord-ouest en vigilance orange, de la Bretagne à l'Île-de-France. La menace était multiple et très étendue. 170 km/h. Il faut prendre un instant pour se représenter cette vitesse. C'est la pointe qui a été enregistrée sur les caps les plus exposés, notamment dans le Cotentin. Pour comparer, c'est la vitesse des vents d'un ouragan de catégorie 2. Une force pareille, ça ne se contente pas d'arracher des tuiles ou de casser des branches. Non, c'est capable de déraciner des arbres centenaires, de causer des dommages très importants aux bâtiments et même de renverser des camions sur la route. Et ce qui peut expliquer des rafales aussi extrêmes et aussi localisées, c'est un phénomène aussi rare que redoutable, le Stingjet, le jet Sting en français. L'image à avoir en tête, c'est celle d'un dard venimeux qui plongerait du ciel. En fait, c'est un courant d'air très froid et très dense qui est aspiré depuis la haute atmosphère et qui chute vers le sol. En descendant, cet air accélère de plus en plus et vient frapper la surface avec une vitesse phénoménale. Ça crée des couloirs de dégâts très localisés, mais d'une violence incroyable. Le fait qu'on ait détecté un Stingjet dans Goretti a confirmé son caractère vraiment exceptionnel. Le problème avec Goretti, c'est que ce n'était pas une menace unique. Elle a attaqué sur 3 fronts en même temps. Il y a eu les vents d'une violence extrême, bien sûr, mais aussi des chutes de neige très importantes en montagne et un gros risque de submersion sur tout le littoral. On va regarder chacun de ces dangers. On pourrait penser que le pire est pour les côtes, mais pas du tout. Même à l'intérieur des terres, loin de la mer, les rafales ont très souvent dépassé les 100 km/h, avec des pointes à 140 en Normandie ou dans les Hauts-de-France. À cette vitesse, les forêts deviennent des pièges mortels, les lignes électriques sont mises à terre, provoquant des coupures de courant pour des centaines de milliers de foyers. Et le moindre objet mal attaché dans un jardin devient un projectile dangereux. La consigne de rester à l'abri était vraiment à prendre au pied de la lettre.
Et pendant que l'ouest se battait contre la furie des vents, l'est du pays, lui, faisait face à un tout autre problème, la neige. Il est tombé de la neige en très grande quantité sur tous les massifs. La limite pluie-neige est descendue très bas, parfois jusqu'en plaine. Résultat, la circulation a été paralysée, surtout dans les vallées alpines, où le risque d'avalanche a fortement augmenté et où les routes sont devenues de vraies patinoires. Enfin, retour sur la côte, où la menace était double. D'un côté, les vents violents qui poussaient la mer vers le littoral. De l'autre, la pression atmosphérique très basse, qui fait gonfler le niveau de l'océan. La combinaison des deux a créé une importante surcôte marine. Concrètement, ça veut dire des vagues de plusieurs mètres, très puissantes, qui se sont écrasées sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, avec un risque maximum d'inondation pour les zones littorales les plus basses. Évidemment, une tempête d'une telle ampleur, ça a des conséquences directes sur la vie de tous les jours. Et le secteur qui a été touché le plus durement et le plus vite, c'est celui des transports. En quelques heures, Goretti a réussi à paralyser une grande partie du nord-ouest de l'Europe. Le tableau est celui d'un réseau complètement à l'arrêt. Des centaines d'avions cloués au sol, à Paris, à Amsterdam. L'Eurostar, ce lien vital entre le continent et le Royaume-Uni, suspendu. Le trafic des trains régionaux, interrompu, isolant certaines villes. Et bien sûr, tous les ferries bloqués au port. Une tempête, ça ignore les frontières. C'est tout un écosystème de transport qui s'est retrouvé paralysé, créant un véritable chaos pour des dizaines de milliers de voyageurs. Et puis, au-delà des dégâts matériels et du chaos dans les transports, il y a le bilan le plus lourd, le bilan humain. Et ce bilan, il tient malheureusement en un seul chiffre, 6. Au moins 6 personnes ont perdu la vie à cause du passage de Goretti en Europe, dont 5 rien que sur le territoire français. Des drames souvent causés par des chutes d'arbres sur des voitures ou des accidents liés à ces conditions extrêmes. Après le passage du cœur de la tempête et après ce bilan tragique, on se tourne forcément vers l'avenir. Le pire est-il passé? Qu'est-ce qui nous attend dans les jours qui suivent? On regarde ensemble les prévisions. Une fois que le cœur de Goretti s'est évacué vers la Scandinavie, les vents ont enfin commencé à faiblir. Mais ça ne veut pas dire retour au calme tout de suite. On a eu droit à ce que les météos appellent un effet yo-yo des températures. Un petit coup de froid, puis un être doux avec pas mal de pluie. Le temps est donc resté assez agité et humide toute la semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune autre tempête de cette force n'était en vue à court terme. Ça a au moins laissé le temps de commencer le long travail de nettoyage et de réparation. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Goretti était un événement extrême, c'est une certitude. Mais est-ce que c'est un événement complètement isolé, un coup de malchance? Ou est-ce que c'est le signe que ces tempêtes explosives, qui se forment en un temps record, sont en train de devenir une caractéristique de plus en plus fréquente de nos hivers? C'est une question qui reste ouverte et qui nous invite tous à réfléchir. Merci de nous avoir suivis.